notre invité politique ce matin, c'est Bruno Retailleau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Oriane, bonjour Bruno. Bonjour à vous. Bruno Retailleau, on commence par cette visite surprise d'Emmanuel Macron. C'était hier à Marseille pour lancer l'opération contre le trafic de drogue, opération Place Nette XXL, des forces de l'ordre en nombre, une centaine d'interpellations. Est-ce que l'exécutif a vraiment pris la mesure et met les moyens ? Écoutez, moi j'ai vécu cette séquence-là comme la réponse à ce que les magistrats avaient dit il y a une quinzaine de jours. Les magistrats de Marseille avaient traité Marseille de narcoville et ils avaient mis en garde les Français. Parce qu'il avait utilisé cette expression que l'État était en train de perdre la guerre justement de la drogue. Donc c'était une réponse. Emmanuel Macron fait à Marseille ce qu'il sait faire de mieux. Il fait des images, il fait des phrases. Alors certes, il y a eu des moyens d'engager. Je pense que c'est trop tôt pour dire si les moyens engagés ont dégagé des résultats. Aujourd'hui, gros moyens mais plutôt petits résultats. 500 grammes de cocaïne saisie, quelques kilos de cannabis, avec des interpellations. Attendons de voir. Simplement, il se réveille très bien. Nous, ça fait plus de 6 mois que mon groupe a utilisé notre droit de tirage. Tous les groupes parlementaires, vous le savez, au Sénat et à l'Assemblée, peuvent avoir un droit de tirage sur une commission d'enquête. Et moi, j'ai choisi, avec mon groupe, de faire la commission d'enquête au Sénat sur le narcotrafic. Notre rapporteur, c'est Étienne Blanc. Il travaille d'arrache-pied et nous ferons des propositions utiles pour la France parce que la France est en train d'être gangrénée. Et une des questions sera de savoir si cette gangrène atteint un niveau de corruption qui pourrait pénétrer une partie des instances de l'État. On en est là aujourd'hui. C'est-à-dire des fonctionnaires de police, de justice ? Écoutez, tout est ouvert, ce n'est pas moi qui diligente cette commission d'enquête, elle est diligentée par des sénateurs de droite et de gauche. J'en attends des conclusions. Beaucoup de fermeté, de l'intransigeance, parce que c'est une guerre. C'est une guerre qui détruit des vies humaines. Mais qu'est-ce que vous attendez que l'État ne fait pas pour le moment ? Ce que j'attends, c'est de la fermeté. Nous ferons des propositions. Il ne vous a pas parlé de ferme hier, Emmanuel Macron ? Par exemple, si on ne change pas de révolution pénale, si on ne change pas pour les mineurs de régime pénal, ça sera mort. On ne pourra rien faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Pour les mineurs, on attend qu'ils fassent une série de délits et qu'ils aillent pratiquement jusqu'au crime pour qu'ils fassent de la prison. Eh bien, je propose que, par exemple, on puisse faire des courtes peines de prison qui sont quasiment interdites. Depuis Mme Taubira, Mme Belloubet, y compris M. Dupond-Moretti. Il faut sévir très rapidement. Pas d'impunité. Et notamment sur les jeunes délinquants. Les premières victimes de la drogue, vous le savez parfaitement, ce sont des mineurs. Ils sont pris très tôt et on voit bien dans les règlements de compte, 49 morts à Marseille l'an dernier, ils sont de plus en plus jeunes. Alors excusez-moi Bruno Retailleau, mais c'est la droite qui a géré la ville de Marseille depuis 1995 jusqu'à 2020. C'est pendant ces années-là qu'une forme de délinquance s'est enquistée. Qu'est-ce qui s'est passé Non, vous pouvez... Attendez, vous êtes sérieuse ? Oui. Pouvez-vous réduire la politique de la sécurité en France, qui est une compétence de l'État national, à des mairies ? Il y a eu un certain nombre de maires qui ont géré cette ville, mais jamais je ne dirais aujourd'hui que c'est la faute de M. Payan, parce qu'il est de gauche et qu'il n'est pas de ma crèmerie politique. Non, l'État a été faible, et encore une fois, ça n'est pas la droite qui, justement, a voulu exclure du régime pénal les courtes peines, alors que le Pays-Bas, par exemple, et d'autres pays, les rétablissaient. C'est la gauche et c'est M. Macron. Madame Belloubet, je vous rappelle, dans sa loi, Madame Belloubet, dans sa loi, a interdit justement, c'est quasiment impossible de faire de la prison dès lors qu'on a moins de 6 mois de prison ferme. On le sait, ça. Il y a en France un problème entre les peines encourues, les peines prononcées et les peines exécutées. Il y a un abîme. Et de là naît un sentiment d'impunité, et notamment sur les mineurs. Donc il faut une révolution pénale sur la justice des mineurs et sévir très très tôt, parce que l'ultraviolence touche d'abord les mineurs. Un dernier mot là-dessus, Christelle. Oui, après les retraites, après l'immigration, donc hier Emmanuel Macron, peut-être qu'en image, mais s'est attaqué au terrain de l'insécurité et de la lutte contre les trafics de drogue. Est-ce qu'il ne marche pas un petit peu dans les pas de la droite, et est-ce que vous en félicitez ou est-ce que vous le regrettez ? Peu m'importe. Ce qui m'importe vraiment, c'est la France et les Français. Mais ce que j'observe, vous voyez, c'est que Emmanuel Macron est à l'aise dans les mises en scène. Vous avez donné un exemple. Il déboule hier à Marseille, 15 jours après que des magistrats courageux aient sonné vraiment une alerte générale. Idem,
je crois que c'est ce soir, il va réunir sa majorité sur la question de la dette. Mais qui dépense depuis 7 ans? Qui est à l'origine de plus de 800 milliards d'augmentation de la dette? Il y a eu le Covid au milieu de ça. Parlons-en. J'imagine que, comme moi, vous avez lu les rapports de la Cour des comptes. Que disent les rapports de la Cour des comptes? Et qu'il y a moins d'un tiers de cet endettement depuis 2017 qui est consacré vraiment aux crises, et notamment à la crise du Covid. Donc, en réalité, la devise de M. Macron, comme de beaucoup de politiques en France, c'est « je dépense, donc je suis ». Il n'a eu de cesse de ne pas faire de réformes, mais à chaque problème, il y avait des milliards d'euros. Et c'est ce qui conduit aujourd'hui la France. Mais c'est la politique du chèque, bien sûr. Quand je pense que maintenant, pour repriser des chaussettes ou je ne sais quoi, on va vous donner un chèque de quelques euros, Non mais où va-t-on? Est-ce que c'est le rôle de l'État? Non mais là, quand vous entendez Bruno Le Maire, là vous entendez Bruno Le Maire, il dit qu'il faut mettre fin à l'État-providence, 10 milliards d'économies cette année, 20 milliards l'année prochaine. Ça va dans votre sens? Je l'entends, si ce n'est qu'il y a quelques semaines, quelques mois, nous étions en pleine discussion budgétaire. Nous avons proposé 7 milliards d'économies. C'est pas rien, on est l'opposition. On pourrait très bien dire, écoutez, on fait Ponce Pilate, on s'en lave les mains. À vous de supporter l'impopularité des économies. Non, c'est pas ce qu'on a fait. Nous sommes responsables. Nous l'avons toujours été avec mon groupe ici dans la majorité sénatoriale. Nous avons proposé 7 milliards d'économies. Qu'est-ce qu'il en a fait? Rien. Zéro. Il y a quelques semaines. Et en plus, on lui a dit, mais monsieur le ministre, votre budget, il est truqué, il n'est pas sincère. Parce que vous savez pertinemment que la croissance de 2024, ça ne sera pas 1,4%. Pour vous, il était volontairement insincère, ce budget? Oui, bien sûr. Bien sûr. On savait. Pourquoi est-ce que nous, vous savez, un ministre, Bercy, ils ont accès à une foultitude d'informations et le Parlement est beaucoup plus myope, si j'ose dire, au sens où cette information, nous ne l'avons pas au niveau de la granularité, de la précision dont dispose Bercy. Alors si nous, on savait, bien entendu qu'ils savaient, mais ça les arrangeait d'avoir des hypothèses macroéconomiques, notamment de croissance, de productivité, d'emploi, qui soient des hypothèses valorisantes pour faire passer leur budget. Mais là, et aujourd'hui, on est au pied du mur. Il ne va pas dans votre sens, Bruno Le Maire? Quand il annonce des économies, quand il dit qu'il faut mettre fin à l'État-providence, quand il dit qu'il faut s'attaquer aux dépenses sociales, ça va dans votre sens? C'est trop tard parce qu'on va s'y prendre de la plus mauvaise façon, en faisant des coupes un peu aveugles. Alors que, justement, si on veut aujourd'hui, bien sûr, je le dis depuis très longtemps, avec d'autres d'ailleurs depuis des années, qu'on a une addiction, non pas à la drogue, mais en France à la dépense publique. Et on voit bien, plus on dépense, moins on a de croissance. On n'est plus sur un multiplicateur budgétaire, on est sur un diviseur budgétaire. Et plus on dépense, et moins les services publics vont bien. Donc pourquoi je dis que c'est trop tard? Parce que la question, c'est l'efficacité de la dépense publique. La dépense publique, elle n'est pas mauvaise en soi. Elle est mauvaise quand elle permet au système de santé d'aller de moins en moins bien. Quand l'école s'effondre, quand on a de moins en moins, par exemple, de sécurité en France. Donc c'est une réforme sur l'efficacité de la dépense publique. Et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Alors maintenant, bien sûr, on est au pied du mur. Il va falloir faire des économies. 10 milliards, 20 milliards, 50 milliards ensuite. Sur la santé, 2025. Sur l'éducation. Alors, avant 2025, 50 milliards, c'est le sujet. De façon... Avant 2025, 50 milliards? La Cour des comptes dit avant 2027. Non, 27. Pardon, j'ai cru dire 2021. Elle dit entre 2025 et puis 2027. C'est exactement le chiffre qu'elle donne. Simplement, vous savez qu'on est désormais avant-dernier ou dernier, que ce soit sur le déficit public ou sur le déficit commercial. C'est des déficits qu'on appelle jumeaux parce qu'ils sont intriqués, ce qui veut dire que l'État dépense plus qu'il ne gagne. Et le déficit commercial, ça veut dire que la France consomme plus qu'elle ne produit. Et ça, c'est le problème. La France est désormais dans les derniers pays européens. Comment voulez-vous que la France, puisqu'on va aborder une élection européenne, comment voulez-vous que la voix de la France pèse encore quelque chose? Je le dis souvent, une nation qui ne tient pas ses comptes ne peut pas tenir son rang, sur le plan européen et sur le plan national. Vous constatez en Europe ou dans le monde l'affaiblissement de la voix de la France. Eh bien, elle vient d'abord de cette faiblesse interne. Mais ça veut dire que malgré le changement de discours de Bruno Le Maire et malgré son plan d'économie, vous laissez quand même planer la menace d'une motion de censure sur cette question budgétaire, vous les LR, parce qu'ici au Sénat, vous ne pouvez pas le faire. Ça ne vous a pas échappé, c'est mes collègues députés qui le feraient. Écoutez, tout est ouvert. Tout est ouvert et je pense que c'est une arme que nous donne la Constitution et c'est une arme que nous devrions utiliser. Et le discours de Bruno Le Maire ne suffit pas à lever cette menace pour vous? Non, parce que ce sont des mots. Parce que ce sont deux mots, et on le sait très bien, avec ce gouvernement Emmanuel Macron, on a appris une chose, c'est qu'il y a les mots et il y a les actes. Et c'est très très différent.
On va parler du CETA, puisque ce sera en débat demain au Sénat. Les communistes qui l'ont inscrit à l'ordre du jour, ils ont inscrit le traité de ratification, la ratification du traité, je vais y arriver, de cet accord entre le Canada et l'Union européenne. Avant de parler du fond, un mot sur la démarche, parce que c'est pas habituel que ce soit dans une niche parlementaire qu'un tel projet de loi soit inscrit. Est-ce que les communistes ont bien fait de le faire de cette manière ? Moi, je suis, parce que le Parlement est très affaibli sous la Ve République et plus encore sous ce président de la République. Moi, je suis vraiment pour préserver l'initiative. Le droit d'amendement, c'est l'article 45, on en a beaucoup parlé lors de la censure du Conseil constitutionnel, mais aussi les niches parlementaires qui doivent permettre à tous les groupes de placer des propositions de loi ou d'autres textes pour en discuter. Moi, franchement... Donc là, vous estimez qu'ils ont bien fait, hein. J'estime que... C'est pas que j'estime qu'ils ont bien fait. J'estime qu'ils avaient une niche et qu'ils ont la liberté, ils ont ce droit d'initiative. Ce droit d'initiative, moi, je me bats pour mon groupe. Et si je me bats pour mon groupe, je ne vois pas pourquoi je ne me battrais pas pour tous les autres groupes. Cette liberté, ce droit d'initiative, il ne se divise pas. Mais là, est-ce qu'un tel texte doit être examiné dans une niche parlementaire ? Je vais vous dire, la réponse est oui, puisque le gouvernement l'a fait ratifier à l'Assemblée nationale et depuis 5 ans, nous l'attendons. Je veux rappeler au gouvernement quand même que le Parlement français, il est bicamérable. Il y a 2 chambres. Il y a l'Assemblée nationale et il y a le Sénat. Donc le gouvernement méprisait le Sénat. Il y a eu cette niche parlementaire. Le groupe communiste en profite pour dire écoutez, c'est à nous désormais d'en discuter. Discutons-en. J'observe d'ailleurs qu'en 2021, nous avions eu une résolution que nous avions votée. Les centristes l'avaient votée à l'unanimité. Mon groupe, sans doute, pas loin de l'unanimité. Et cette résolution disait on veut pouvoir dire quelque chose sur le CETA. Alors justement, on va pouvoir demain dire quelque chose sur le CETA. Quelle va être la position de votre groupe sur cette position communiste ? Très majoritairement contre. Non pas qu'on soit contre le libre-échange. Contre le CETA. Contre sa ratification. Je voudrais m'en expliquer. Parce qu'on peut se dire, mais comment la droite, c'est ce qu'on normalement, dit. Elle est libre-échangiste et veut la liberté, etc. Non, on est pour le libre-échange. Mais on est pour un libre-échange loyal. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme ? Qu'est-ce que c'est que le libre-échange loyal ? C'est un libre-échange où on n'importe pas l'agriculture qu'on interdit en France. Pourquoi est-ce qu'au Canada, il y a 41 molécules qui sont interdites en France, en Europe, et qui sont libres là-bas? On élève là-bas des bovins avec des antibiotiques de croissance. Il n'y a pas de système de traçabilité, à tel point qu'il voudrait que la Commission européenne autorise la décontamination à l'acide, vous m'entendez, des carcasses de bovins, parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Et quand la Commission européenne fait à 2 reprises, en 2019 et 2022, des contrôles, elle constate que nos standards européens ne sont pas là. Donc, Est-ce que ces échanges sont vraiment déséquilibrés ? Parce que quand on regarde les chiffres, en 7 ans, nos exportations sont passées de 1700 tonnes à 14 000 tonnes. Les Canadiens, eux, n'ont exporté que 2% du volume qui leur est permis par le CETA. Je vais vous dire, le flux, grosso modo, on a gagné en 7 ans, vous avez raison, entre 33 et 35%. Mais le commerce international a gagné, lui aussi, 35%. Donc, vous voyez, l'évolution des flux entre nos pays... Ça aurait été la même chose. Oui, mais ce que dit Christelle, c'est que c'est un faux problème parce qu'ils n'exportent pas de bovins en Europe, les Canadiens. Non, pour l'instant, non. Mais il y a une règle. Vous savez, le CETA, il a été négocié, il a commencé à être négocié en 2008. Ça fait partie de ces anciens accords de libre-échange. Avant l'Ukraine, avant un autre monde. C'était hier la mondialisation heureuse. Aujourd'hui, c'est le retour de la politique, c'est le retour de la rareté, c'est le retour de la souveraineté. Eh bien, l'agriculture n'est pas un bien comme un autre. On doit mieux protéger l'agriculture, mieux la protéger, la mettre en concurrence. On a besoin, bien sûr, du commerce international. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas dire aux Français, on va interdire, on va avoir les exigences maximales, les plus maximales qu'on peut avoir au monde, et laisser entrer des produits qui ne respectent pas ces exigences. Mais est-ce qu'en les protégeant, on ne leur interdit pas d'exporter, justement ? Non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Regardez, on a un marché interne de 450 millions de consommateurs. Le Canada, c'est moins de 40 millions. Qu'est-ce qui a le plus besoin de l'autre ? Qu'est-ce qui a le plus besoin de l'autre ? Évidemment, le Canada a besoin d'accéder aux 450 millions. Mais vous avez entendu Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. Il dit que ce CETA, il est bon pour les agriculteurs français. Oui, mais moi, vous voyez, j'ai assisté depuis 30 ans au même discours avec l'industrie. 30 ans plus tard, on est le pays qui a le plus désindustrialisé. On est le pays qui a le plus désindustrialisé. Et qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et pourquoi l'agriculture en France est aujourd'hui dans une situation compliquée ? Il y a 10 ans, plus de 10 ans, on était 2e exportateur. Aujourd'hui, 5e. 100 000 exploitations qu'on a perdues.
Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce libre-échange dérégulé de la Commission européenne. C'est que vous ne pouvez pas avoir moins de règles aux frontières extérieures et plus de règles en France. Ça ne marche pas. La mâchoire vous broie. On est un pays suradministré, plein de contraintes, plein de normes, et on fait rentrer pratiquement n'importe quoi. Et cela, cette dissension ne peut pas fonctionner. Elle a broyé l'industrie, elle va broyer, elle est en train de le broyer. Donc aujourd'hui, les Républicains demandent plus de régulation. Bien sûr, je l'ai. C'est un changement d'ADN quand même. J'espère qu'un jour, vous ferez l'exégèse de tous mes discours, depuis 30 ans. J'étais député en 1994 quand j'ai refusé de voter pour les accords de Marrakech. À l'époque, c'était le GATT, l'OMC, etc. J'estimais que les termes de l'échange étaient désavantageux pour nous. Vous voyez, le monde a changé parce qu'on a cru en un monde, c'était la fin de l'histoire, où finalement, lorsque l'Union soviétique a été battue, la fin de l'histoire, Fukuyama, eh bien, ce serait l'économie de marché, la perpétuelle, la démocratie allait s'imposer dans le monde entier. Mais non, les rapports de force sont revenus. Et parce que les rapports de force reviennent, on l'a vu avec M. Poutine et avec le blé, la souveraineté alimentaire est quelque chose de précieux. On a découvert avec le Covid qu'on pouvait manquer de tout et que même nos soignants devaient s'habiller avec des sacs poubelles parce qu'on manquait justement de blouses, etc. Eh bien, ne manquons pas demain de nourriture. Donc, est-ce que ça veut dire que les Républicains aujourd'hui changent de positionnement en matière économique? Non, mais pas du tout. Moi, je suis un libéral. Ça fait longtemps que je lutte contre la dépense publique. Je lutte aussi chaque année pour qu'on évite d'inventer des impôts ici. Et je suis favorable au libre-échange, mais pas au libre-échange. Mais ouvrons les yeux. Qu'est-ce que cela a donné pour notre industrie? Moi, je me souviens très bien, à l'époque, on nous disait « Oui, mais ce qu'on va perdre sur la petite industrie, sur la bimbeloterie, un ministre avait dit. Écoutez-moi bien, bimbeloterie. On va le gagner avec les Airbus. » Bien sûr qu'on a gagné avec les Airbus. Mais on a mis la France en l'air. Et en mettant l'industrie française en l'air, on a causé les déserts. La France périphérique, elle vient de là. Parce qu'il n'y a plus d'usines. Les usines, c'était pas à Paris. C'était dans la France périphérique. Et parce qu'on a remplacé des bons salaires, l'industrie payait bien. Des salaires de 50 000 € à peu près, par des petits salaires dans le tertiaire de moins de 30 000 €. Mais vous nous dites que votre groupe votera majoritairement contre. Ça veut dire qu'il y a des divisions? Bien sûr. Ah non, mais il y a des différences de sensibilité. Mais surtout, il y a des différences... Mais majoritairement, c'est dans quelle proportion? Je ne peux pas vous dire. Mais c'est la géographie. Est-ce que pour vous, le Sénat, demain, rejettera ce texte? Écoutez, je le pense. Mais en tout cas, moi, je le souhaite. Les différences viennent surtout, je le vois, c'était d'ailleurs assez drôle d'ailleurs dans ma réunion de groupe, c'est une différence de géographie. Par exemple, là où il y a des vins, des spiritueux, ils sont gagnants, eux. Alors c'est vrai que leurs coopératives leur dit, ben voilà, bon. Moi, c'est très bien, la France c'est le grand pays de la gastronomie. Je ne me fais pas de soucis pour les spiritueux. Donc pour vous, il sera rejeté demain. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement si le Sénat rejette le texte et bloque la ratification? Je demande au gouvernement, ça sera un avertissement sans frais, vous savez pourquoi? Parce que le gouvernement, en réalité, c'est une procédure accélérée, ne convoquera pas une commission mixte paritaire. Bon. Simplement, nous allons utiliser ce vecteur-là. Ça fait 5 ans que l'Assemblée l'a ratifié. Voilà. Mais justement, je vais vous dire pourquoi. Simplement, je suis en train de vous dire que même si le vote est contre, le CETA continuera d'être appliqué. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne transmettra pas, ne convoquera pas à une commission mixte paritaire le texte, première chose. Et comme 90% du CETA rentre dans la compétence exclusive de l'Union européenne, donc n'aurait pas besoin d'ailleurs de ratification par les parlements, les nouveaux accords, désormais, la Commission les scinde en deux. Ce qui est de la compétence exclusive de l'Union, ça c'est l'Union, les parlements ne le voient pas. Et nous... Mais alors à quoi sert le vote du Sénat demain? À envoyer précisément, vous avez raison de poser cette question, à envoyer un discours d'abord, un signal au gouvernement pour dire qu'on a un Parlement à 2 chambres, comptez sur le Sénat, ne méprisez pas le Sénat, et surtout à la Commission européenne. Au moment ça lui donne justement pas envie de passer par le Sénat, non, ce genre de vote. Mais attendez, oui, mais c'est la démocratie, je suis désolé. La démocratie, c'est pas l'envie. La démocratie, c'est du droit, c'est un état de droit. Simplement, au moment où vous savez ce qui se passe aujourd'hui, la Commission est en train de négocier le Mercosur. Eh bien, à ce moment-là, précis, nous disons à la Commission, ne sacrifiez pas notre agriculture. La souveraineté alimentaire, c'est fondamental pour l'avenir. C'est ce message qu'on va envoyer. Christelle, on parle des européennes? Oui, donc la campagne a bel et bien commencé. Votre candidat plafonne un peu dans les sondages, voire même il est en légère régression depuis quelques semaines, passant de 8 à 7%. Ça dépend sur les sondages. J'en ai il y a 2 jours, 48 heures à 8%. Voilà, mettons 8%. Pourquoi est-ce que
N'empêche que cette campagne n'a pas l'air de prendre réellement dans l'opinion publique. Alors, comment vous l'expliquez? Alors, sur l'opinion publique, on est au mois de mars, même si c'est le printemps, l'hirondelle ne fait pas le printemps, et vous savez bien que nos compatriotes rentrent dans une élection très très tardivement. Première chose. J'espère quand même que vous regardez Public Sénat. Ça m'arrive. Si vous regardez Public Sénat, vous avez, et j'en félicite Public Sénat, regardez le débat, il y a près de 8 jours, c'était jeudi soir, c'était un débat qui a dit beaucoup. Notre candidat a été une tête au-dessus de beaucoup, parce qu'il connaît parfaitement son dossier, parce qu'il est sérieux. Et si nous avons choisi cette candidature, c'est pour le sérieux qu'il incarne. Il suffit d'aller au Parlement européen pour voir le respect dont bénéficie François-Xavier Bellamy. Que vous soyez de droite ou de gauche, que vous soyez français, allemand ou étranger. Et ça, c'est fondamental. Mais on a bien vu que, regardez, l'inexistence du Rassemblement national, M. Mariani, suppôt de M. Poutine, voilà, de M. Aliyev, qui terrorise l'Arménie, qui a... N'empêche qu'ils sont toujours très hauts, enfin... non, mais bien Jordan Bardella est toujours très haut dans les sondages. Mais la campagne, ça doit servir à ça. Et je vais vous dire, moi, ce débat-là m'a pas rassuré. J'ai toujours été, depuis des mois, vous le savez, je suis constant, je porte la candidature de François-Xavier Bellamy et d'autres. C'est une candidature de sérieux. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Céline Imard sait ce que c'est que l'agriculture. Le général Christophe Gomard, dans un monde en crise, la guerre en Europe, c'est un vrai atout. Il a été dans les forces spéciales, il a dirigé le renseignement militaire. On a une liste solide, sérieuse, avec des convictions. Notre conviction. Au moment de la crise agricole, vous nous annoncez en numéro 2 de cette liste la présence de Céline Imard, qui est céréalière en Occitanie. Hier, vous annoncez la nomination de Christophe Gomard, alors qu'on parle de la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est comme ça qu'on constitue une liste en réagissant à l'actualité chaude, finalement? Non, André, non. Est-ce que ça ne fait pas un peu casting? Non, ça n'est pas ça. Nous avons toujours eu le troisième de liste, il y a 5 ans, souvenez-vous, c'était Arnaud Danjean. Il avait travaillé dans les services extérieurs, un espion, comme on pourrait dire avec 007, mais c'est quelque chose de très très sérieux. Donc on a, sur ces aspects régaliens, on a toujours été fort. Arnaud Danjean n'a pas souhaité se représenter. Donc on a choisi Christophe Gomard, que je connais très bien. Il vient d'une famille vendéenne, voilà. Pas une tare, plutôt quand même une bonne chose. Mais très franchement, il sait lire les crises du monde et on a besoin de cette expertise. Et sur l'agriculture, nous avions et nous aurons, j'espère encore, Anne Sander, qui connaît parfaitement l'agriculture. Donc, c'est pas des changements de pied, on est sérieux. On sait, regardez, l'agriculture, c'est pas parce qu'il y a une crise agricole, c'est parce que la première politique européenne, la première politique commune, celle qui a le plus de budget pour elle, c'est la politique, la PAC. Politique agricole commune. Donc c'est parfaitement normal et on est constant. C'est le sérieux. On va se situer entre M. Bardella, qui veut moins d'Europe, qui avait applaudi au Brexit. Il y a peu, le Rassemblement national, je le rappelle aux Français, ils changent d'avis comme de chemise. Ils voulaient le Frexit et ils ont applaudi au Brexit. Et puis, il y a M. Macron, et c'est lui qui va diriger la liste, qui veulent une Europe qui fasse disparaître les nations fédéralistes. La preuve. Le patron de Renew, qui était M. Séjourné, qui est devenu ministre des Affaires étrangères, avec sa délégation au Parlement européen, le 22 novembre dernier, ils ont voté une résolution qui aurait communautarisé la politique de défense, la politique étrangère de la France. Juste un dernier mot là-dessus, Bruno Retailleau, parce que Laurent Wauquiez, dont Éric Ciotti veut faire votre candidat à la présidentielle, est très silencieux dans cette campagne pour les européennes. Vous le regrettez ? Pas sûr qu'il le soit longtemps. On a des réunions stratégiques quasiment toutes les semaines. Et toutes les semaines, Laurent est à la table pour en discuter. Il sera présent samedi lors du lancement de votre campagne ? Je ne peux pas vous dire. Il est très impliqué. Alors, lui, après, il a une stratégie de la rareté, de la sobriété médiatique. Hein. Ça, c'est sa stratégie. C'est la bonne ? Jusqu'à quand ? Écoutez, on verra après. Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas dans sa tête, donc je suis incapable de répondre à cette question. Mais est-ce que ça manque pas à votre parti ? Est-ce que ça manque pas à votre parti politique d'avoir une personnalité connue qui porte vos messages ? C'est quand le moment ? Le moment viendra. Vous savez, nous, le problème justement de ma famille politique, c'est que souvent, on a oublié les idées pour préférer les Césars, les hommes providentiels. Et moi, j'ai toujours dit, par exemple, que pour l'élection présidentielle, nous désignerons le candidat après les élections européennes, mais aussi après avoir fait une refondation idéologique.
Moi, je pense que la Donc crise, c'est pas lui le candidat de la droite, et c'est une crise de sens, de proposition. Je sais qu'Éric Ciotti a lancé les États généraux, il s'y attelle. Le travail ne fait que commencer. Emmanuel Mignon a été recruté pour faire aussi ce travail. Moi, j'y contribue aussi à ce travail. On va parler de la Corse pour terminer. Bruno Retailleau, Gérald Darmanin... Que vous connaissez bien. Que je connais bien. Gérald Darmanin et les élus corses ont trouvé un accord sur une écriture constitutionnelle pour un statut d'autonomie de la Corse dans la Constitution. Le Sénat sera consulté. Est-ce que vous vous y opposerez ? Tel qu'il est, oui. Pourtant, vous voyez, vous êtes corse, française et corse, et moi je suis vendéen, mais français d'abord. Et donc, moi, je sais ce que c'est que l'attachement à une identité régionale, et c'est quelque chose qui est précieux, et la Vendée puise dans cette identité les ressorts de son développement. Donc, n'opposons pas les choses, et son attachement aussi à la France, c'est une évidence. Mais qu'est-ce que nous propose le texte de Gérald Darmanin ? Il nous propose de franchir des lignes rouges. De constitutionnaliser le communautarisme. Dès lors que vous allez mettre dans la Constitution cette idée d'une communauté linguistique historique liée à une terre, vous communautarisez, vous constitutionnalisez le communautarisme. Ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, on a vu que c'est la boîte de Pandore qui s'était ouverte avec, bien entendu, la Bretagne, l'Alsace, mais maintenant la Martinique, la Guyane, etc. Et même la Guadeloupe qui a écrit à l'ONU pour dire, attendez, nous, on est une terre colonisée. On veut avoir le statut de terre colonisée. Donc on voit, la boîte de Pandore, elle est déjà ouverte. Première chose. Et deuxième chose, on confierait à la collectivité de Corse le pouvoir de faire la loi. Loin d'une habilitation du Parlement. Il ne peut pas y avoir deux lois françaises. Moi, je suis d'accord. Alors, les lois et les règlements peuvent faire l'objet d'adaptations. Alors, moi, justifiées par les spécificités du statut d'autonomie. C'est pas exactement le pouvoir de faire la loi. Mancini, je suis d'accord pour un pouvoir d'adaptation, pour un pouvoir de différenciation. Mais dès lors qu'on touche à une norme législative, c'est bien la loi qu'on bouge. Donc moi, je propose qu'il y ait un pouvoir d'adaptation, y compris législatif, mais sous l'habilitation, le contrôle du Parlement. Parce que ça fait partie, depuis des siècles, de nos principes républicains, de même qu'il n'y a qu'une seule communauté nationale, mais il n'y a qu'un seul législateur. Il est prévu une loi organique. Pour vous, ça va pas, c'est pas bon, c'est pas suffisant? Non, bien sûr que non. Non, encore une fois, tenons-nous à des principes, parce que sinon, on va détricoter ce que Mona Ozouf, que j'aime beaucoup, appelait la composition française. La France, ce sont des provinces qui se sont rencontrées, parfois combattues, et qui se sont aimées. Mais il faut articuler. C'est là le secret français. Et c'est pour ça que Mona Ozouf parle de composition française. Il faut à la fois l'unité française, mais dans la diversité des identités régionales. Moi, je pense qu'on peut trouver un chemin, pas vers l'indépendance, mais vers une forme d'autonomie qui respecte justement notre Constitution et notre histoire, notre identité. C'est-à-dire que ce n'est pas un blocage total? Vous êtes prêt quand même à dialoguer et à discuter? Au mois d'octobre ou novembre, un quotidien que vous connaissez aussi, Corse Matin, m'avait demandé une longue interview sur une page. J'avais dit ce qui me semblait être possible, ce qui me semblait être impossible. Or, le gouvernement a fait un mauvais choix, parce qu'il fait un choix contraire à la République et à nos principes, que je combattrai. Mais il peut se reprendre, il peut y avoir un dialogue. De toute façon, il le faudra, parce que si ça exige la Constitution, le Sénat a un verrou, a un droit de veto. Et on sait que vous prenez beaucoup le respect de la parole du peuple, hein, Bruno Retailleau, vous le dites à de nombreuses reprises. Là, les Corses ont voté 3 fois pour des listes autonomistes. L'Assemblée de Corse va se prononcer en faveur de cet accord. Est-ce que vous pouvez ne pas le respecter? Mais si demain, les Vendéens, les Alsaciens, les Bretons votaient pour des listes autonomistes, est-ce qu'il faut qu'ils se séparent de la République? Non. Justement parce qu'il n'y a qu'une seule communauté nationale, alors soumettons précisément à un référendum national ces questions-là. Je reconnais la parole du peuple, mais c'est bien parce que je ne reconnais qu'un seul peuple, et non pas le peuple corse. Donc vous dites qu'il ne faut pas que la consultation soit limitée aux Corses, comme c'est prévu, bien sûr. Il faut que ce soit national. D'ailleurs, vous savez, c'est pas moi qui dis que cette idée de communautariser dans la Constitution les choses, c'est de l'équivalent du peuple corse. C'est M. Gilles Simoni. Il a fait le 25 février dernier un interview dans la Tribune dimanche, et il dit voilà, reconnaître une communauté linguistique, historique, culturelle, c'est l'équivalent pour nous de la reconnaissance du peuple corse. Vous savez que M. Robert Badinter était président du Conseil constitutionnel, et en 91, il avait censuré cette notion de peuple corse, et à l'époque, il avait dit c'est sans doute la décision la plus importante que j'ai eu à prendre, et c'est moi-même qui avais écrit le considérant de la décision du Conseil constitutionnel. Fermez le banc. Merci Bruno Retailleau. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Christelle, la une de la Dépêche? Les performances des lycées d'Occitanie. C'est à lire dans votre journal. Merci beaucoup. On passe au Club des Territoires.
Merci Auriel.